La passion, c'est un mot, alors on peut dire vif intérêt, on peut dire inspiration, mais c'est nécessaire surtout quand on a une start-up ou quand on a une entreprise. Et je pense que vous verrez, il y aura une partie de questions, donc peut-être certains d'entre vous auront aussi des expériences à partager par rapport à ça. J'ajouterais juste en passion, je suis particulièrement heureuse d'être là aussi parce que je suis finistérienne par mes 4 grands-parents. Je vis à Paris, personne n'est parfait. Mais voilà, ça me fait plaisir aussi de voir ces projets, de voir cet endroit, ce lieu, cette énergie et ces appels aussi à projets qui, j'espère, seront dignement honorés parce que c'est une très belle initiative. Voilà. Alors, on va parler de passion. Moi, je veux parler aussi d'inspiration, peut-être plus que de passion. Fondamentalement, ce qu'on attend de cette soirée, c'est de vous parler de personnalités inspirantes, de projets inspirants, mais également de quelques aspects du monde des startups ou de l'entrepreneuriat qui peuvent soit réinsuffler ou développer la passion ou l'inspiration que vous avez déjà à faire ça, soit vous donner envie d'y aller, de recommander à des gens que vous connaissez d'y aller, parce que cette inspiration est clé. C'est un des thèmes qui, moi, m'est cher. J'ai écrit un livre sur la question il y a 3 ans qui s'appelait L'inspiration, cet élan qui change nos vies, qui est sorti chez Odile Jacob, où justement je parlais beaucoup de ces moments où on n'est pas toujours, comme on dit, au top, où on n'est pas toujours très stimulé ou très inspiré par notre travail ou notre vie. Et c'est assez cyclique d'ailleurs. Et il est important de retrouver des sources. Alors j'espère que ce soir, cet échange va vous donner quelques clés pour certains. Ça peut être une phrase, une expérience. Souvent, c'est pas grand-chose, mais hop, ça repart. Alors, nos 3 témoins sont effectivement inspirants. Vous verrez tout à l'heure, on aura une partie d'échange. Je vous explique comment on va organiser ce moment ensemble. Je vais d'abord peut-être vous parler de certains aspects qui me paraissent importants aujourd'hui dans l'univers des startups et de l'entrepreneuriat en ce moment, peut-être par rapport à d'autres qu'on a connus. Enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient présents ou actifs lors de la première grosse vague de startups en 2000, j'en faisais partie. Donc c'est intéressant de voir aussi en quoi les entrepreneurs d'aujourd'hui sont différents de ceux d'il y a 20 ans et probablement le mouvement va être différent. Donc il va y avoir quelques fondamentaux dont je vais parler. Ce sera plutôt effectivement une présentation qui donnera un cadre de référence commun. Ensuite, il y aura un échange avec les 3 témoins inspirants, parce que moi je leur ai parlé au téléphone avant, on a déjà parlé, et je leur poserai quelques questions et vous verrez, ils transmettront des aspects de leur projet professionnel que j'ai trouvé à la fois singuliers et en même temps très modélisants potentiellement. Donc voilà, on aura cette partie-là. Et bien évidemment, en 3e partie, il y aura un échange avec eux, avec moi, enfin voilà, de manière à ce qu'il y ait vraiment une interactivité, puisque la logique de la start-up ou de l'entrepreneuriat, c'est que justement, il y ait de l'interactivité, que ce ne soit pas des discours perçus et très vite oubliés d'ailleurs. Voilà. Alors, justement, on en a parlé, on parle ici de passion. Alors, premier point, il y aura 5 points sur lesquels j'ai envie de commencer. Le premier point, c'était la fameuse dualité pro-perso. Voilà, la dualité pro-perso, le fameux ce qu'on appelle dans les programmes RH un peu sophistiqués, parce que oui, je travaille comme coach en entreprise, je suis référencée dans des grands groupes, ça fait 16 ans que j'ai ma boîte, moi aussi je suis une entrepreneuse, et voilà, donc très souvent dans tous les programmes RH, plus les sociétés sont grandes, plus les programmes sont d'une grande complexité, et sans doute nécessaire d'ailleurs, mais on parle beaucoup de life balance, équilibre entre ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, et ça c'est un premier point de paradigme que je tiens à souligner, c'est que pour moi, cette dualité, elle n'existe plus percée en tant que telle, parce qu'elle se fonde sur une espèce de vision comptable, probablement encouragée par les 35 heures, qui était à un moment donné, c'est pas un propos politique, hein, c'est juste un propos comptable en l'occurrence, qui était je fais un partage dans ma vie entre le nombre d'heures que je consacre à mon travail et à ma vie perso. Alors 3/5e, 4/5e, 4/5e et demi, parce qu'il y a des variantes sur les fractions, on en arrive à des choses qui sont toujours très comptables et qui sont une comptabilité qui ne tient pas vraiment lieu des contextes de ressourcement des individus. Je ne suis pas certaine, moi je vois, j'ai pas mal de clientes en coaching qui font du 4/5e, du 3/5e. Je ne suis pas certaine qu'elles se ressourcent plus que quelqu'un qui arrive justement à mettre du sens dans sa situation professionnelle et qui ne s'épuise pas. D'ailleurs, souvent, il y a des exemples de 4/5e ou 3/5e qui sont beaucoup plus fatigants qu'un 5/5e. Donc tout ça parce qu'on reste dans la dualité pro-perso et la vision comptable. Ce qui est intéressant quand on discute avec justement avec des start-upers, c'est que bien évidemment,
il y a un temps nécessaire pour sa vie personnelle. Personne n'a envie de consacrer toute sa vie à son travail, de ne plus avoir de place dans sa propre vie. Genre, mais où est-ce que je suis? Parce que l'activité est telle et le hamster tourne tellement vite dans sa roue qu'il ne voit plus rien. Mais je ne pense pas que cela se passe en termes de confrontation, d'opposition entre le pro et le perso. Ou en tout cas, cette fameuse dualité me paraît caduque et il y a d'autres choses à mettre en place. Donc ça, c'est important, on pourra en parler. Voilà, par exemple, vous savez très bien que la qualité de présence et l'intensité de la présence vaut parfois, alors on dit toujours ça pour les femmes qui travaillent, mais on m'a dit ça quand j'avais ma fille, on me disait oui, mais tu verras, la qualité vaut mieux que la quantité. C'est certain qu'il faut un peu de quantité quand même, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'appellerais l'intensité. Comme si par exemple vous décidez de reconnecter avec votre ado qui est singulièrement morose, et vous décidez de passer, je sais pas quoi, 3 heures à l'aider sur son devoir de maths, je ne suis pas certaine que la connexion sera puissante. En revanche, vous prenez un moment avec lui et puis vous allez vous balader ou vous êtes en train de faire des courses dans un supermarché, brusquement, au détour d'un caddie, il vous parle et il y a quelque chose qui se met en place. Tout simplement parce que là, vous avez rigolé, vous étiez détendu et il y a une intensité de présence. Donc c'est plutôt ça qu'on va chercher aujourd'hui plutôt qu'une espèce de séparation comptable avec des nombres d'heures qui finalement voudrait dire que quelque part tout ce qui est donné au travail est perdu sur la vie personnelle. Je pense qu'on a dépassé ça en ce moment. Ça c'est important. Deuxième aspect, enfin, qui me paraît clé, c'est que le fameux start-up ou les entreprises aujourd'hui, ou le phénomène des entreprises et start-up, est très singulier, je le disais tout à l'heure en préambule, par rapport à ce que j'ai pu voir en 99. Alors en 99, moi je travaillais dans un cabinet de conseil, j'étais partenaire dans un cabinet de conseil qui s'appelait un cabinet de chasse de tête. Voilà, c'était à Edric Estrogel, et il se trouvait que c'était la vague Internet. Alors, grosse chance, je fais partie des gens qui n'étaient pas encore trop lourdement installés dans l'establishment, donc ils prenaient les gens les plus jeunes du cabinet, et c'est nous qui parlions avec les start-upers. C'est nous qui parlions avec des gens qui, généralement, d'ailleurs, je ne vais pas regarder, mais se baladaient tous en sandales, étaient en chemisette ou en t-shirt. Voilà, c'était start-upers, on sortait de l'univers corporate. Donc il y a eu tout un mouvement, avec évidemment une bulle financière inégalée, qui d'ailleurs a craché de manière aussi assez inégalée, avec beaucoup de déception. Et ce qui était intéressant, c'est que cette bulle Internet, effectivement, elle était très nouvelle dans un univers bien gourmé. Alors, je parle à peu près d'ailleurs toutes les entreprises, hein, parce que vous avez aussi Thales, vous avez tout ça dans le Finistère. Donc, toutes les boîtes, toutes les structures, il y avait une notion de hiérarchie, d'équilibre, de ressources dûment mesurées, qui permettaient peut-être d'ouvrir une filiale à Lyon/à Guingamp, ou bien. Et là, brusquement, il y avait une espèce d'afflux d'argent qui fait que les gens, avant même d'avoir fondé leur bureau parisien, commençaient à ouvrir des filiales en Angleterre, à Londres, à Madrid, à Berlin. Et voilà. Donc ça, c'était cette envolée. Et en fait, cette envolée, évidemment, elle s'est arrêtée. Mais ce qui est intéressant à l'époque, parce que je voyais, je faisais du recrutement pour Yahoo, Amazon, Excite, enfin pas mal de sociétés, y compris pour les grosses corporates comme la Fnac, qui essayaient tous d'avoir une filiale .com. Et ce qu'on observait, c'est qu'il y avait une espèce de déréalisation très puissante de toutes les personnes. Et ça, j'en ai beaucoup suivi pendant ce moment-là et après, évidemment, après le mini-crash d'avril 2000, c'est qu'en fait, qui a été bien évidemment amplifié par le 9/11, par les tours jumelles. Donc là, vraiment, ça a achevé d'effondrer tout le secteur financier. Mais il y avait une espèce d'irréalisme qui n'est pas le cas aujourd'hui quand on discute avec des startups, qu'elles soient au niveau régional ou au niveau parisien. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait énormément d'argent, un développement fantastique, une volonté quand même alors ce qu'on appelle élégamment dans mon jargon, de faire du fuck you money. Le fuck you money, c'est ce qu'on récolte quand justement on arrive à récupérer sa mise et à partir, évidemment avec un gain fantastique. Donc c'était beaucoup plus reptilien, beaucoup plus dans cette énergie-là, et il n'y avait pas forcément une vision de continuité, de stabilité. Ça aboutit d'ailleurs, quand tout ça s'est effondré, à pas mal d'états dépressifs, des choses plus graves d'ailleurs, avec des suicides, des maladies, évidemment des couples qui ont volé en éclats, des familles, j'en parle même pas. Donc voilà, donc il y a eu tout ça aussi, parce qu'il y avait quand même un emballement et l'argent est une énergie extrêmement puissante et très dangereuse quand elle est donnée très rapidement comme ça, de manière fulgurante. Ça n'amène pas forcément les degrés de responsabilité ou de conscience. Donc voilà, alors ça c'est évidemment un paysage un peu sinistre, hein, mais on ne va pas s'enferrer dedans, puisque de toute façon c'est passé. Je ne dis pas que les startups qu'on voit aujourd'hui sont de cette eau-là. Enfin, moi je travaille avec des fonds à Paris qui investissent dans des startups tech ou d'autres startups avec et je coach pas mal de ces équipes-là.
Il n'y a plus ça parce que justement 20 ans auparavant, il y a eu ce crash et il y a une certaine prudence. Il y a des investisseurs qui, de facto, surveillent beaucoup plus facilement le développement des entreprises. Et puis aussi, les entreprises, quand elles grossissent, alors là, il y a des étapes différents, mais forcément, elles passent par une structuration, une spécialisation. Hein, quand les startups fassent, vous savez, il y a 3 stades dans la croissance d'une entreprise. Il y a le cible, le démarrage, 2-3 millions. Après, on passe en growth. Là, c'est des sommes plus importantes. Puis après, venture. Parce que quand la boîte est plus importante, généralement, il y a 50, 100 personnes. Ça, c'est la partie growth. Puis après, c'est plus gros. Et avec l'objectif pour les gens de grossir vraiment. Et souvent, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des strates hiérarchiques, que les gens du début ne restent pas parce qu'ils ne sont plus forcément adaptés. Et il y a des équipes qui changent. Effectivement, on le disait, une spécialisation. Ce qu'ils appellent le scale-up, comment l'entreprise devient plus structurée. Donc, évidemment, les dangers rejoignent ceux des gros groupes à ce moment-là. Ça peut être une forme de, je dirais pas d'instrumentalisation des personnes, mais une mécanisation, quelque chose de beaucoup plus froid, moins humain, et peut-être un peu décorrélé du besoin des personnes, moins humain, tellement il y a effectivement beaucoup d'argent et beaucoup de développement. Alors évidemment, c'est pas le cas de toutes les entreprises, mais c'est intéressant de voir que ça a amené un troisième aspect, dans ma série des paradigmes qui ont changé dans les start-upers, c'est, je dirais, l'élargissement des piliers ou la diversité de piliers. Avant, il y avait vraiment le pilier pro et le pilier perso. Compte faire ce qu'on disait tout à l'heure sur la fameuse dualité pro-perso. Alors, pro, c'est évidemment ce que je fais dans mon travail, et puis perso, c'est le peu de temps qui me reste pour, à minima, lire un peu, faire un peu de sport, m'entretenir vaguement, mais c'était à peu près ça. Aujourd'hui, il y a vraiment deux aspects, alors on peut en trouver plein d'autres, mais qui me paraissent très récurrents dans le domaine des entrepreneurs et des start-upers, et ce n'est pas les 3 témoins de ce soir qui diront l'inverse, puisque vous verrez qu'en échangeant, c'est quelque chose d'important pour eux. Il y a la notion de famille. Alors justement, soyons originaux, pas la famille classique forcément, papa, maman, les enfants, voire les grands-parents se mettent dans le sac. Non, c'est la famille au sens communauté. Moi, je vois des gens qui développent des sociétés avec des familles atypiques. Bon, bien évidemment, il y a tous les mouvements LGBT avec la diversité de types de couples qu'on veut vivre. Mais au-delà de ça, il y a des communautés. C'est-à-dire qu'il y a des gens célibataires qui ont... Mais pour qui il est important d'avoir un temps qui soit aussi un temps de communauté, un temps de collectif. La notion de... Voilà, j'ai ma vie perso et je travaille. Il y a quelque chose qui est devenu très important, en tout cas dans ce que je vois dans la psyché des personnes qui montent leur entreprise. Puisqu'on va faire du collectif, une entreprise, in fine, on travaille aussi toujours avec des personnes. C'est aussi quelque chose qui les habite, eux, à titre personnel, dans leur rattachement. Et ce sera intéressant de parler à nos témoins. Et puis un quatrième pilier, évidemment, de plus en plus important, étant donné ce qu'on vit tous collectivement, qui est une période passionnante, enfin, les périodes ont peut-être toujours été passionnantes, mais on n'avait pas une accélération ou un réchauffement climatique aussi rapide, c'est la société. De plus en plus, et on en discutait, on en a un peu parlé d'ailleurs aussi avec David lors de l'interview, mais je le vois de plus en plus, et au-delà du discours de surface, il y a vraiment une réflexion sur la société. En gros, je développe ma start-up, où je travaille comme entrepreneur, mais j'ai une réflexion sociétale, alors évidemment alimentée par la politique RSE dans les grands groupes, c'est certain, mais qui aussi dans les startups et dans des petites structures, qui réfléchissent à, voilà, mon entreprise, est-ce qu'elle peut être utile, est-ce qu'elle peut apporter des choses ou être dans la lignée de ce qui sont des grandes tendances de société, soit parce que j'ai un rôle qui de facto est plutôt vertueux, alors là on l'a vu, ça peut être une spécialisation de l'entreprise qui va bien dans la logique de transition écologique, de décroissance d'une certaine façon, même si ça peut paraître paradoxal dans le cadre d'une entreprise, mais ça peut être aussi dans le management. Est-ce que, voilà, en l'occurrence je ne fais pas ça, mais est-ce que mon entreprise peut avoir un management différent, d'où le management libéré, enfin les entreprises libérées, ou d'autres noms de code qui vont bientôt surgir aussi, donc il y a aussi cette réflexion-là. Et puis bien évidemment un accueil de la diversité qui est très largement inscrit aussi dans les structures de start-up. Et ça c'est intéressant parce qu'avant il n'y avait pas ça. On considérait qu'une start-up c'était déjà bien, il montait sa société, il a réussi à lever des fonds. Le fondateur ou la fondatrice d'ailleurs, il n'allait pas en plus s'occuper de problèmes sociétaux. Aujourd'hui si, c'est au cœur. Et d'ailleurs, c'est souvent recherché aussi. Même si la finance éthique n'en est qu'à ses, je dirais pas balbutiements, mais enfin elle n'est pas encore aussi développée que la finance classique. Je pense que c'est un nouveau visage aussi. Et quand on discute avec des VC,
Évidemment, les VC sont aussi là pour faire des mises rentables, mais il y a aussi cette considération-là, ne serait-ce que par, d'ailleurs, envie de rentabilité, puisqu'il y a aussi des fonds verts et il y a aussi des logiques qui, à terme, peuvent être bénéfiques à l'entreprise en termes d'image, en termes de contribution, donc bénéfice au rendement financier de l'investissement dans cette entreprise-là. Donc ça, c'est encore un autre aspect qui est important. Donc justement, le fait qu'il y ait plus de piliers fait qu'on sort aussi d'une vision qui était très traditionnelle, que j'appellerais la vision de repos du guerrier. Alors c'est un vieux paradigme, mais le repos du guerrier, c'était il ou elle, enfin souvent il d'ailleurs, contribuait, travaillait, rentrait, dînait, et ensuite allait se reposer devant la télévision. Alors ça paraît très traditionnel, mais le temps et l'énergie mobilisés par une start-up ou par une entreprise étaient tels qu'on avait souvent ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, en plus il se trouvait que c'était deux entrepreneurs que j'avais plus ou moins vu à travers un travail que je faisais pour un VC, c'était il y a 7-8 ans, qui étaient tout fringants. Moi j'avais pu voir fringants devant leurs équipes, ces deux boîtes, dynamique, tonique, des bombes d'énergie, de positivité, etc. Et il se trouve que par le plus grand des hasards, on s'est retrouvés à un moment donné en vacances dans le même endroit. Enfin, moi, je suis passée 2-3 jours là, mais il se trouvait qu'ils étaient en vacances dans un endroit que je n'aimerais pas. Et il y avait une piscine. Et dans cette piscine, enfin, les vacances, c'était... en fait, les enfants jouaient dans la piscine avec leur mère, et eux dormaient sur le transat à côté de la piscine. C'était diamétralement opposé de ce que j'avais vu en énergie professionnelle, et à tel point d'ailleurs qu'ils ne m'ont pas reconnu. Pourtant, moi j'y étais en plus pour des raisons semi-pro, mais ils ne m'ont pas reconnu. Ils étaient totalement dans un autre paradigme qui était la maison, et la maison signifiait dormir, parce que sans doute toute l'énergie donnée. Et c'était assez frappant, d'autant qu'en plus ils ne m'avaient pas reconnu. Donc ça voulait vraiment montrer à quel point ils étaient clivés entre leur vie professionnelle et leur vie perso. C'était intéressant. Et ça, c'est ce qu'on appelle, enfin, un quatrième point sur lequel j'ai envie de revenir aussi, dans les évolutions du monde de l'entrepreneuriat et de la vision des startups et des entreprises, c'est, je dirais, l'élargissement de ce qu'on appelle l'état de flux. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec cet état-là, là je ferai plus appel au vocabulaire psychologique. L'état de flux, c'est un état défini par un neuropsychiatre qui s'appelle, un nom complexe, je dois le dire, Mihaly, ça c'est son prénom, ça va bien. Après ça se crache, ça s'appelle Sinjan Mihaly. Voilà, c'est un psychiatre hongrois et qui a écrit un très beau livre sur le bonheur, préfacé par Feu David Servan-Schreiber, magnifique livre, où il a travaillé beaucoup sur ce qui fait que les gens peuvent s'estimer heureux et comment on peut créer, amplifier, développer des états de bonheur. Et au cœur de l'état de bonheur, il a défini ce qu'on appelle l'état de flux. L'état de flux, pour lui, quand on est en état de flux, on est en état de bonheur. C'est quoi l'état de flux? C'est très simple. L'état de flux, c'est quand on ne voit pas le temps passer. Alors, vous avez tous certainement connu ça quand vous étiez petit. Si vous avez eu la chance d'avoir une enfance où il y avait à peu près des déjeuners de famille ou des endroits comme ça, parce que parfois certaines personnes n'ont pas connu ça, donc je suis toujours très prudente dans les affirmations sur l'enfance. En l'occurrence, un déjeuner de famille, poussif sur la fin, surtout quand on a 7-8 ans, et puis voilà, à la fin, les enfants peuvent sortir de table et aller jouer. Donc il est 14h, 14h30. Et puis à un moment donné, une voix horrible, ça c'est toujours pour les enfants qui ont des vies à peu près heureuses, une voix horrible leur dit vers 18h30, 19h, au bain ou à table, enfin un truc qu'ils ne comprennent pas. Et ils n'ont pas vu les 4h, 5h qui se sont écoulées entre le moment où ils sont sortis de table et le moment où ils sont rappelés à des tâches ou des activités moins marrantes que de rigoler avec les copains. Ça s'appelle l'état de flux. C'est un état où on perd totalement la notion du temps tellement on est bien. C'est fluide, tout cool, on est comme on dit en américain, je suis désolée, je jargonne pas mal, mais c'est aussi une manière de donner un rythme. On est en contrôle ou en top of things, c'est-à-dire que les choses sont fluides, les choses s'enchaînent, on est maître de son travail, et c'est souvent ce qu'on a quand on travaille. On connaît bien son métier, c'est fluide, on est à l'aise, on connaît ses collaborateurs, on peut prévoir la réaction de tel ou tel, on sait très bien quels sont les process ou les choses qui font avancer les choses, on est en parfaite maîtrise, donc c'est fluide. Et dans le meilleur des cas, même les obstacles, les difficultés inhérentes à toute vie professionnelle, parce que normalement ce ne sont pas des roses en permanence, mais tout ça se règle, s'apaise, enfin, il y a quelque chose qui fait qu'on est mobilisé, intensément présent, intensément actif, et souvent, sauf quand on s'ennuie dans son travail, c'est rarement le cas dans les start-upers et dans les gens qui construisent, même bien évidemment dans des entreprises, quand on a le sentiment de contribuer, de construire, on ne voit pas le temps passer. C'est pour ça qu'on aime autant travailler, d'une certaine manière.
Et c'est aussi pour ça que cet état de flux, il est aussi précieux, et il peut expliquer pourquoi mes deux exemples que j'avais vus, mais vibrillonnants, joyeux, drôles, sympathiques, énergétisants, fascinants, leur équipe, étaient allongés sur des transats dans un état de relatif commun. Et évidemment avec les enfants qui jouent à côté. Parce que là, il n'y avait plus l'état de flux. Et en fait, l'état de flux, une des clés, il le montre très bien le fameux Mihaly Csikszentmihalyi, c'est qu'en fait, plus on nourrit de sa présence et de son énergie un travail, un aspect de notre vie, un apprentissage, la musique, l'improvisation, le dessin, le soin porté à un être, son épouse, son mari, ses enfants, sa famille, une maison, que sais-je, un animal, enfin bref, plus on y met son cœur et son intérêt et son attention, plus ça prend de l'ampleur, ça devient facile, ça devient riche, ça nous gratifie, il y a un don et contre-don, hein, c'est très potlatch comme affaire, et du coup on est heureux. Voilà. Et donc aujourd'hui ce que j'observe, enfin de ce développement, en quatrième point, c'est que de plus en plus de start-upers ou d'entrepreneurs ont un état de flux qui n'est plus totalement circonscrit à leur périmètre professionnel. C'est-à-dire qu'ils ont des intérêts, des goûts, ou parfois même d'ailleurs ils établissent des passerelles. Voilà, alors l'état de flux à la mode, c'est pas forcément un bénéfice pour la santé absolue pour tout le monde, mais par exemple c'est la course, le running. Je vois pas mal de gens ou d'entreprises où là les passerelles sont très grandes, où les gens courent pour aller au travail, courent dans le travail, ont des applications où ils se font des mini-challenges à l'intérieur de l'entreprise entre qui court le plus, etc. Et bien évidemment, tout ça se termine dans des trails, dans des semi-marathons, des marathons, des triathlons, que sais-je. Et là, manifestement, il y a des états de flux qui se déplacent. Là, on est dans le paradigme de la performance. L'état de flux n'est pas toujours corrélé à une performance. On peut être en état de flux simplement parce qu'on a une vie amicale riche, on y met de l'énergie, on ne voit pas le temps passer avec nos amis, et on n'est pas obligé de faire de la performance. Mais je parle de la façon dont le thème de la performance reste encore très, très inscrit dans le fonctionnement des startups. Donc ça, c'est un aspect important sur l'état de flux. Et enfin, dernier préambule, mais que je trouve intéressant pour pouvoir amorcer l'échange avec nos témoins, c'est la fameuse persona, personnalité professionnelle. Je ne sais pas si... Alors la persona, c'est un terme jungien qui qualifie persona, ça s'écrit avec un seul N et un A. Ça désignait le masque qui recouvrait les acteurs de l'Antiquité antique. Vous savez que on n'était pas dans l'Antiquité, dans le théâtre antique, il y avait des acteurs, mais ils ne pouvaient pas jouer à visage nu. C'eût été un blasphème à l'encontre des dieux. Le dieu te fait naître, je ne sais pas quoi, à Florence au Trédoux, pourquoi tu vas jouer quelqu'un d'autre? Donc du coup, pour ne pas vexer les dieux, ils revêtaient un masque en cuir très, très étroit, très, très souple. Et comme ils avaient des monocarrières, toute leur vie ils étaient comédiens, finalement on les reconnaissait quand même. Et Jung, parce que la persona c'est un thème jungien, a parlé de persona pour qualifier la personne que nous sommes quand nous sommes dans la société, quand nous travaillons. Dans la vie, généralement, il y a moi. On est le moi au début, premier stade, voilà, on est comme, c'est McDo, venez comme vous êtes, on est naturel. Puis quand on commence à travailler, quand on est dans un rôle professionnel, on prend, et c'est un fonctionnement d'adaptation limbique, voilà, ce qu'on appelle le cerveau relationnel, on prend une stature, un style, une manière d'être. Alors ça peut passer par effectivement une veste, une façon de s'habiller. Dans certaines entreprises, c'est extrêmement rigoureux. Voilà, vous n'êtes pas loin de la Défense, là vous baladez certainement, comme Laval ou tous les établissements de défense, les gens ont une tenue. Mais ça peut passer aussi par un comportement, une manière d'être. Vous discutez avec votre banquier, aussi charmant soit-il, il va probablement avoir une certaine retenue liée à sa fonction, même s'il vous trouve très sympathique et que vous voulez un prêt absolument à tout, absolument très bas et que vous êtes déjà surendetté. Il va forcément ne pas céder à la sympathie naturelle qu'il a pour vous parce qu'il a son rôle, il a ses chiffres, il a ses objectifs et il a évidemment tous les warnings de sa société ou toutes les précautions à prendre, je vais essayer c'est déjà de donner, pour vous donner ou pas votre prêt. Quand vous allez voir un médecin, a priori, il ne va pas vous raconter sa propre maladie ou il ne va pas vous accueillir en fumant. Voilà, ça s'appelle la persona, la manière d'être. Alors pourquoi cette précision sémantique? C'est qu'aujourd'hui, dans les startups ou dans les... On voit une espèce de... ce que j'appelle un assouplissement et un stretch de la personnalité professionnelle qui fait que, bien évidemment, les personnes ont un rôle dans l'entreprise, s'adressent à des investisseurs et, bien évidemment, ont à les convaincre. Mais l'énergie n'est plus à ce point focalisée sur ce qu'on doit représenter. Elle est bien plus sur ce que l'on fait, bien sûr, et aussi sur ce qu'on est. Dernier point, justement à propos de la persona, j'ai aidé à un fonds d'investissement assez important
qui investit beaucoup dans les startups tech à Paris, à définir c'est intéressant, je ne dirais pas des profils psychologiques, mais des caractéristiques psychologiques clés pour des startups qui peuvent tenir sur la durée. Parce qu'au-delà de l'aspect de séduction, au-delà de la passion, auto-vécue d'ailleurs, la plupart des entrepreneurs ont vraiment une passion qui fait quand ils parlent de votre projet, c'est impressionnant. Et il en faut pour créer quelque chose. C'est vraiment une création, c'est très beau. Après, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la structure qui s'appelle la start-up va tenir sur la durée, va franchir les fameuses étapes dont on a parlé tout à l'heure de croissance, dans le meilleur des cas, et va s'inscrire dans le paysage économique ou relationnel économique de façon stable. Et là, c'est, quasiment 90-100% les personnes. La qualité, la psychologie des êtres. D'où l'intérêt de la dimension d'être qui est bien supérieure à ce qu'on représente. Et aujourd'hui, cette dimension-là n'est plus... Enfin, elle s'écarte vraiment. Et ce n'est pas non plus des jeux extrêmes de costumes un peu rebelles, ce qui était le cas il y a 20 ans, où justement pour montrer qu'on travaille dans une start-up, on faisait les 35 heures en 2 jours en dormant sur son bureau, on s'habillait n'importe quoi. Enfin, je veux dire, on n'en est plus du tout là. En revanche, on va se chercher, c'est des vraies personnalités avec des valeurs personnelles, c'est-à-dire un socle, une façon de structurer, une façon de regarder leur équipe, une façon de regarder leur environnement extérieur, enfin, tout je dirais, un ensemble de qualités intellectuelles, morales, psychologiques, sociales, d'interaction, qui fait que ce sont des personnes généralement d'une grande richesse. Voilà, c'est important, je voulais le préciser aussi. Ce qui nous amène d'ailleurs peut-être maintenant au point d'échange avec nos témoins, parce que c'est important d'avoir des exemples concrets justement, et puis peut-être de mettre en évidence des aspects. Je suis là, je suis persuadée que comme quoi, je pensais que mon micro était accroché, mais en fait je peux bouger en fait. Je me sens mieux. C'est vrai que j'étais accrochée à la table, c'est intéressant. C'est la soumission, n'est-ce pas? Alors voilà, donc point avec nos témoins. D'abord des échanges vraiment très riches, très différents, comme vous pouvez le voir, on va regarder d'ailleurs, très différents, parce que ce qui m'a plu dans 3 entrepreneuriats différents, c'est certains aspects sur lesquels on va peut-être je vais leur poser quelques questions et vont pouvoir s'exprimer devant vous. Alors je vais commencer peut-être avec David, parce que je vais en parler à David, on va garder l'ordre chronologique. Voilà, bon, David, peut-être je vais te passer le micro, il y en a un. Si tu peux présenter ta société et puis peut-être moi je vais poser quelques questions. D'accord. Donc Calopor, société qui a démarré cette année, une activité donc, qui consiste à promouvoir une solution de récupération d'énergie et de traitement de l'air dans des bâtiments d'élevage. Donc récupération d'énergie dans un endroit spécifique dans les bâtiments d'élevage où les systèmes traditionnels ne fonctionnent pas. Donc ça c'est un premier point d'innovation. Et système de traitement de l'air aussi innovant puisque c'est la première fois qu'on va chauffer des bâtiments d'élevage avec 100% d'air neuf, avec une température particulièrement ciblée pour maximiser le bien-être animal. C'est bien, intéressant. Et ça fait combien ta start-up? Levée de fonds en décembre, équipe complète en avril, et ça fait 6 mois, 3 mois de mise au point interne un petit peu, et puis 3 mois de début de commercialisation. Très intéressant. Alors, ce que tu disais tout à l'heure, peut-être si tu veux revenir avant qu'on attaque, c'est que tu as déjà une expérience de start-up, puisqu'on avait parlé justement tous les deux de l'époque 2000, ça fait vétéran. Et voilà, et David a eu une start-up. Oui, alors je ne pensais pas que tu allais rebondir, évidemment. Mais ouais, c'était il y a quelques années, c'était c'était sur le relais Carillon, l'entreprise du coin, que je ne vais pas citer, parce que je n'ai pas d'autorisation. On avait créé la plus grosse base de données comportementale en France pour un très gros groupe de grande distribution locale. Et donc on avait 10 millions de foyers français, on suivait leurs achats, chaque ticket de caisse, et on faisait des scoring, des prédictions. Ça marchait pas mal. À l'époque, le mot start-up n'existait pratiquement pas, il n'y avait pas de structure. Donc j'étais un chef de projet dans une CS2I informatique et on passait un peu pour des... On avait le droit de jouer très tard en réseau le soir, voilà, en échange de travail qu'on faisait. Mais donc c'était une dimension tout à fait... Ça, c'était une culture tout à fait différente à l'époque. Donc la start-up fonctionne toujours, entre guillemets. Ça a donné lieu à une deuxième création de société, 5 ans après, qui fonctionne toujours également, et toujours
à une époque où, enfin à un moment où la dimension startup sur la région, c'était vraiment pas un sujet économique. Et du coup, ces projets retombaient dans la vieille économie assez rapidement. Ils ont été rachetés par des SS2I. Ça devenait une activité dans la SS2I, puis une activité un peu poil à gratter. Pas vraiment l'attente des dirigeants. Donc voilà, c'était deux startups, mais ça fait 10-15 ans, quoi. Non, mais c'est intéressant ce qu'on en parlait justement. Alors, ça aussi, un caractéristique, c'est le serial start-upper. Il y en a pas mal. Souvent, quand on a le virus de créer une entreprise, on revient, et c'est aussi, pourquoi je mentionne cela, c'est que peut-être pour certains d'entre vous qui ont créé quelque chose qui n'a pas forcément fonctionné ou qui ne les a pas inspirés forcément longtemps, c'est au contraire très positif parce que c'est aussi par essai et erreur qu'on avance. Et il y a souvent ça chez les start-upers. C'est rare que ce soit la première. Il y en a eu souvent d'autres. Donc c'est important. C'est pour ça que je me suis permise de le mentionner. On a évoqué ça. Alors, ce qui est intéressant chez David, enfin, plein de choses sont évidemment intéressantes, mais nous, quand on a commencé à échanger, tu m'as évoqué au début un aspect. La façon dont physiquement tu as régulé ton énergie au démarrage de ta société. C'est intéressant aussi, parce que ça compte, la santé. Ah, la santé oui, moi je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je change mon mode d'alimentation. Je t'ai parlé de ça? Oui. Je suis paléo. Tu m'as évoqué comment dire, c'est pas sympa. Non mais c'est intéressant. Ouais, il y a eu un moment pendant la création de la startup, un petit peu avant, il y a eu un moment psychiquement, j'avais vraiment du mal à supporter le process. Je faisais 106 kilos, à peu près 25 kilos de plus. Voilà, c'est ça. Et du coup, avec les amis, enfin, avec tous les gens qui sont autour de moi, j'ai réussi à reprendre un peu en main voilà. ma vie, enfin, le côté physique de ma vie, et puis psychique également. Voilà. Alors, c'est pas pour touiller de manière sadique sur les difficultés, mais c'est évident que la pression, le stress, surtout quand on peut être intense, et ce qui m'a paru intéressant quand on en parlait, c'était justement l'importance de ton collectif et de ta communauté. Parce qu'effectivement, c'est par des amis, par le soutien, que tu as réussi à retrouver. C'était des propositions de faire du sport, c'était des propositions autour de toi, il y avait des gens qui ont veillé à ton bien-être. Oui, tout à fait, privé et professionnel, et puis aussi il y avait des gens strictement professionnels qui soutenaient le projet. J'ai eu l'impression, au-delà de leur fonction, il y en a certains dans la salle d'ailleurs, et donc tout ça donne de l'énergie. Pour moi, c'était pas qu'un projet uniquement alimentaire. Il faut absolument que l'économie tourne, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il faut aussi se sentir un petit peu porté, et du coup, tout ça a permis de passer ces câbles. Merci, c'est essentiel, c'est vraiment important. L'environnement soutenant, y compris dans les moments où, liés au stress, aux enjeux, puis on se met à nu quand on monte une entreprise avec des enjeux de... on est au-delà de l'ego ici, c'est des enjeux identitaires, c'est des enjeux de valeur personnelle, et puis parfois, bon, là je prends 2 secondes mon étiquette ici, ça peut être des réparations transgénéalogiques, des choses qu'on fait parce que quelqu'un dans notre famille n'a pas réussi à le faire. Enfin, quand on va chercher dans les créateurs d'entreprise, c'est intéressant, c'est très intéressant. Il y a vraiment des gens qui parfois sont portés à faire quelque chose, ne serait-ce que parce que pour l'aligner, il faut que quelqu'un crée une entreprise. Bon bref, tout ça pèse sur les épaules, et puis il y a aussi d'argent sonnant et trébuchant qui font qu'on stresse un peu quand même, parce que c'est pas le nôtre, on nous l'a donné pour investir, et donc ça peut amener des états comme ça. Effectivement, c'est important d'avoir ce qui a été un réseau, une communauté, bon, étant donné le style relationnel de David, on imagine qu'elle est assez facile à construire. Et alors il y a un autre aspect dont tu m'as parlé, qui m'a particulièrement inspiré, ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est qu'il y a évidemment la start-up, et il y a une association à côté. Oui, tout à fait. Donc, alors, Startup Killer, c'est un peu exagéré, je pense, parce qu'en fait... Sergio, là, j'ai pas dit killer. Ok. Je tiens. Startup Killer, là. En fait, c'était toujours très... les autres boîtes que je faisais avant, j'ai toujours délégué un maximum la partie financière, administrative. Donc, pour moi, quelqu'un qui monte une entreprise ne peut pas s'affranchir de ça, malheureusement. Donc avant, c'est la première fois où je m'investis dans l'aspect économique des choses autant. Et pourtant, j'ai eu la formation initiale, et justement, c'est pour ça que je ne voulais pas trop m'en occuper, ça m'intéresse moins. Mais oui, quand on est créatif ou quand on a le goût de repousser les coutures en permanence sur les concepts qu'on
voit, on est créatif, donc on est imaginatif, donc on est un peu instable, on aime bien passer d'un sujet à l'autre, et ça peut être un sacré défaut. Surtout quand on va demander à des personnes d'investir dans votre société, elles veulent savoir si vous allez être focus, si vous allez être assez gestionnaire pour suivre le BP qu'on a essayé de faire avec une vision du marché. Et donc, la parade que j'ai trouvée, moi, depuis quelques temps, c'est que, en fait, j'ai une association qui est très proche de mon travail, mais qui me permet, dès que j'ai une frustration ou que je ne peux pas aller plus loin dans mon travail, de le faire dans le cadre de mon association. Tu veux bien expliquer ce que fait ton association? Donc voilà, donc, la société a un but lucratif, l'association a un but non lucratif. La société, ce qu'elle cherche à faire, c'est déjà montrer qu'une profession est hyper moderne et peut devenir encore plus moderne, c'est la profession d'éleveur en général, à travers l'utilisation d'outils nouveaux et la remise en cause de leur système et l'utilisation de systèmes innovants. Et donc, des systèmes innovants qui répondent à des besoins, à des attentes sociétales, économie d'énergie, bien-être au travail et bien-être de l'élevage. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on doit le faire dans un cadre extrêmement comptable, avec un profit à terme. Et donc on doit absolument pas chercher à transgresser en permanence, innover en permanence, on doit faire juste ce qu'il faut pour signer le bon de commande, encaisser, passer à l'affaire suivante. Et là, toutes les idées que je vais pouvoir avoir en plus, qui ne sont pas bankable immédiatement, je vais les mettre dans une association. Et l'association, elle, son concept est beaucoup plus large. Elle s'appelle Hertz. Elle est un peu elle est assez discrète, parce qu'en fait, tous les membres de l'association sont assez occupés dans leur entreprise. Mais Hertz, c'est un acronyme qui signifie E au carré, donc économie d'énergie. On arrive dans un process, un projet, une dimension que quelqu'un nous présente, on regarde comment économiser l'énergie. Ensuite, avec le R, on l'a mis avant, on regarde ce qu'on peut récupérer comme énergie, à quel endroit on a des déperditions qu'on peut récupérer. Le A signifie qu'on va prendre les systèmes d'énergie renouvelable existants et les adapter pour compléter l'énergie qu'on n'a pas trouvée sur place et dont on a besoin pour faire tourner l'outil de production. Et le T, ça signifie qu'on va respecter la Terre, donc c'est tous les principes de recyclage de polluants. Et le H respecte l'homme également. C'est là qu'on va regarder les conditions de travail ou les conditions d'usage des produits. Donc cette association, elle travaille de manière très très confortable. On a un dossier en cours, on n'a aucune pression. Il n'y a pas la pression pour la personne qui nous amène le dossier d'avoir un résultat probant sur tous les axes. On est vraiment là pour se faire plaisir, pour essayer d'insuffler. Alors, c'est possible aussi parce qu'il y a toute une génération de cadres qui est réceptif à ce message-là. On ne pouvait pas faire cet assaut il y a 20 ans. Là, c'était pas possible. Même il y a 5 ans. Même peut-être il y a 5 ans. Ouais. Donc c'est parce qu'aussi on a des cadres qui sont réceptifs, qui ont besoin de trouver ça aussi à côté d'un projet. Et donc voilà. Donc, vous êtes combien à peu près dans l'association? Alors là, ça a boosté un peu. En membres, on est au bureau, on doit être 3. Par contre, on a, je crois, une 60aine d'adhérents. Ça, il y a des gens qui viennent d'univers différents. Tu m'avais dit qu'il y avait des universitaires. Des universitaires, des scientifiques, des personnes qui sont dans le développement durable depuis 30 ans. Des vrais précurseurs. Des grosses institutions nationales qui, pareil, qui sont équipées, j'allais dire, d'un responsable de développement durable, et donc qui va être particulièrement sensible à ce genre de problématiques. D'autres associations, ça c'est assez marrant aussi, qui sont intéressées. Et voilà. Donc du coup, j'ai aucune frustration au boulot. Dès que j'ai un truc que j'ai envie de faire, je ne peux pas le faire, c'est pas très grave. Je vois dans l'association que je peux le faire, et je peux basculer de l'un à l'autre. Et voilà. C'est riche parce qu'en fait, effectivement, quand on a une personnalité créative ou imaginative qui est assez foisonnante, comme tu peux l'être, c'est intéressant d'avoir un laboratoire think tank, un laboratoire à idées, un endroit d'échange, un endroit aussi un peu parfois disruptif où vous pouvez imaginer d'autres choses, et l'entreprise qui est plus classique dans le développement, le fait de contacter et de fidéliser de nouveaux clients, et comme tu disais, voilà. Donc c'est intéressant. Je trouvais que c'était une organisation aussi très contemporaine de travail. Quelqu'un qui justement sait où il doit mettre son énergie, si je puis dire, économique et financière, et en même temps où il ne peut pas oublier ou faire abstraction de qui il est, c'est-à-dire une personne qui aime bien avoir des idées nouvelles et qui aime bien être en amont de ces idées-là. Donc c'est aussi une manière de sortir de l'opposition, l'être et le faire, et de le réunir.
Ça m'avait paru... Merci David. Anne, alors Anne c'est différent, bon, Anne s'est présentée tout à l'heure. Lorsqu'on a échangé avec Anne, moi il y a plusieurs aspects qui m'ont beaucoup intéressée, notamment les aspects familiaux. Alors Anne, de façon, merci de ton ouverture, m'a expliqué que la société qu'elle avait reprise était une société effectivement familiale, avec des beaux-parents, et quels beaux-parents ont réussi une belle filiation, puisque d'une certaine façon, tu as récupéré la société avec ton mari, ton époux. Ils sont restés mariés, très important. Parfois, c'est pas facile de travailler ensemble, et en l'occurrence, si. Mais ce qui est formidable, c'est qu'ils ne travaillent pas simplement ensemble dans l'entreprise, les enfants travaillent aussi, enfin, travaillent, comment on peut dire. Il y a une espèce d'inclusion familiale. Et ça, c'est intéressant, parce que plus on échangeait avec Anne, et puis je pense que tu donneras quelques anecdotes, plus il était frappant de voir à quel point, finalement, quand c'est un projet familial, une entreprise, ça a du sens par rapport à une transmission, par rapport à ce qu'on fait des gens d'une autre génération, ça peut aussi, elle peut se moderniser, et tu vas nous expliquer en quoi c'est plus la même entreprise, et en même temps réunir l'intérêt de la famille. Alors juste 2-3 éléments que tu m'as donnés. Les enfants étaient scolarisés, l'entreprise est à 6 ans, qui n'est pas le lieu de vie d'Anne, qui est à... J'habite La Roche-Maurice. La Roche-Maurice. Et les enfants étaient scolarisés à 6 ans, donc les enfants étaient scolarisés dans le lieu de travail des parents. Après la sortie des classes, ils allaient à l'entreprise et pas chez eux. À un moment donné, naïvement, l'aîné d'Anne qui le ramenait en classe était persuadé que tous les parents des enfants de sa classe travaillaient chez Arémad, parce que c'était le foyer professionnel. Et puis il expliquait aussi à ses copains ce qu'était la TVA. C'est toujours utile à lui 10 ans d'expliquer la TVA aux gens, parce que les gens ne savaient pas, donc il expliquait ça. Donc il y a une vraie inclusion familiale, et tu m'en as très joliment parlé, et je te passe la parole parce que je trouve ça extrêmement inspirant. Bonsoir. Donc, alors déjà pour situer Arémad est donc une entreprise familiale. Nous sommes la 2e génération. Alors je dis toujours nous parce que c'est moi et mon conjoint, mais c'est aussi toute une équipe en fait. Arémad a 33 ans et on a la chance d'avoir des salariés qui sont avec nous depuis 33 ans pour certains. Alors le métier d'Arémad, c'est la production métallurgique. Nous fabriquons des pièces à façon ou en moyenne série, essentiellement en acier inoxydable, donc à destination à l'origine de l'entreprise du domaine de l'élevage. Je trouve ça assez drôle d'ailleurs parce que tous les trois on intervient dans ce domaine-là. Et aujourd'hui du bâtiment, de l'industrie, dans ces différents métiers. Alors oui, 2e génération, mais un peu un hasard de vie, c'est-à-dire qu'on a des parcours professionnels différents, mon conjoint et moi-même, et on était sur une période de retour pour lui sur le département et de changement de métier. Et mon beau-père un jour nous a dit venez, je veux vendre l'entreprise, il faut la peaufiner pour la vendre. Alors on intègre l'entreprise l'un après l'autre et quelques mois après on lui a dit écoute, ok, tu la vends, mais en fait les acheteurs c'est nous. Et on a racheté l'entreprise. Mais on l'a racheté pour moi 8 ans après, et pour mon conjoint 7 ans après. C'est-à-dire que mon père a dit banco, mais si vous restez, vous faites tous les métiers. Donc on a fait tous les métiers de l'entreprise. Et si ça fonctionne, je vous la vends en fait. Donc on a racheté l'entreprise. Donc pendant ces années de tuilage, on a eu la chance d'être accompagnés donc, par mon beau-père et ma belle-mère, mais accompagnés, quand je dis ça, en fait, c'est accompagné professionnellement, mais aussi personnellement. C'est-à-dire qu'on a pu avoir 2 enfants qui sont nés pendant ces années-là, et j'ai pu avoir des congés maternité, on va dire, de salariés, pouvoir m'absenter. Alors, l'absence, c'est pas être complètement absent, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de bureau fixe, c'est-à-dire que je peux être à l'extérieur en train de travailler aussi, mais donc il y a cette inclusion-là de départ et qui est toujours très présente. L'entreprise s'est développée, a grandi, mais elle grandit avec monsieur, madame, et oui, les enfants dans le monde de l'entreprise. Oui, ils rentraient après l'école. On a choisi qu'ils soient gardés et qu'ils soient scolarisés, en tout cas pour les petites classes, à côté de l'entreprise, parce que c'était une souplesse pour nous sur le quotidien. Ils pouvaient venir après les horaires d'école à l'entreprise travailler. Ils ne l'ont pas forcément fait tout le temps. C'est-à-dire, dans les petites classes, je préférais les voir en garderie parce que je n'avais pas
la possibilité d'être forcément disponible. Les locaux ne s'y prêtaient pas non plus. Quand ils ont été en capacité de rentrer à pied, effectivement, ils rentraient à l'entreprise. Alors oui, il y a des anecdotes. Hein, ce fameux sentiment, effectivement, qu'il y avait une entreprise et que le monde entier, enfin le monde de mon aîné, parce que c'était le monde des parents, des enfants avec qui il était scolarisé, dans sa tête. Et d'ailleurs, c'était très bizarre de s'en rendre compte. On était dans la voiture et il dit mais le papa d'un tel, il travaille pas chez Areva. Mais pourquoi pourquoi et de réfléchir et de dire bah oui, en fait on parle Arémad, on vit Arémad, les grands-parents ont travaillé chez Arémad. C'est un paradigme, ouais. Et cette inclusion, elle reste parce que alors aujourd'hui c'est des adolescents, hein, mais j'ai des gentils ados et je disais ça cet après-midi en discussion. J'ai la chance d'avoir deux garçons qui, chacun à leur tour, vont souvent me demander à leur papa ça va, ça a été ta journée? Il y a des questions de savoir tiens, c'est qui est venu à l'entreprise, c'est qui ce nouveau salarié, il fait quoi, des questions sur comment ça se passe la vie en entreprise, sur des fonctionnements économiques ou certains clients, ou le métier de certains clients. Ils sont assez curieux, mais en fait, on ne s'en rend pas compte, on les rend curieux. C'est-à-dire inclus dans le monde de l'entreprise, sur nos machines, sur les produits qu'on peut faire, après, on les a jamais empêchés non plus de s'y intéresser, ou même de proposer, parce que ça leur arrive de proposer. Et puis, après, on a un aîné qui a fait un choix cette année de formation professionnelle qui est proche sans être dans ce qu'on peut faire nous. Et quelque part, dans sa réflexion, on lui a montré plein de choses, mais on sentait qu'il y avait cette présence-là qui était déjà dans son choix, en fait. Mon mari était... Alors, l'inclusion, elle est dans les deux sens. Hein. On participe aussi beaucoup à leur vie, à eux. C'est vraiment l'inclusion familiale dont on a parlé quand on... Voilà, mon mari, hier soir, était à la réunion de rentrée, et c'est vrai qu'il regardait les autres parents en se disant, bon, il y a des questions qui étaient posées, mais oui, en fait, oui, on ne se la pose pas parce qu'on le sait, parce qu'on vit le rapport aux machines dangereuses, l'organisation par rapport au stage, mais cette imprégnation nous permet, nous, en tant que conjoints, en tant que parents et aussi en tant que chef d'entreprise, de fonctionner. Je ne sais pas comment faire autrement, en fait, que d'échanger avec eux, de partager avec eux, parce que ce que l'on fait, l'un comme l'autre, nous passionne, en fait. Et on partage ses passions avec ses enfants, comme je peux partager la cuisine parce que j'adore cuisiner, et c'est notre mode de fonctionnement, c'est aussi notre équilibre. Oui, l'inclusion familiale a ceci de très nourrissant que c'est un peu de façon différente la notion de support, quoi. Enfin, moi j'aime bien l'idée de club de vie. À un moment donné, on a un club de vie qui peut être aussi sa famille, hein, des gens qui vous soutiennent, qui sont bienveillants. Et effectivement, vous ne vous êtes pas forcé et vous n'avez pas poussé les enfants, c'est juste que les enfants ont trouvé ça intéressant parce qu'ils ont vu la passion chez leurs parents. On voit bien que ce sont des choses qui ne se disent pas, qui ne se montrent pas, et si on est passionné par son travail, il n'y a pas de problème, l'enfant va bien étudier et être passionné aussi. Hein, souvent quand les personnes se plaignent que leurs enfants ne sont pas assidus à l'école, n'ont envie de rien, mais oui, mais est-ce que toi tu es assidu à ta vie et tu es passionné? Souvent non, donc ça se transmet. Merci Anne. Enfin, alors, dans la série Famille, Jo, tu vois, alors, je suis désolée, je suis un peu en hauteur, je sais que je peux me baisser ou m'éloigner un peu parce que c'est un côté en vision en contre-plongée, Jo. Voilà. Ce qui est intéressant chez Jo, c'est, alors, on est aussi sur une belle histoire familiale. D'abord, moi, ce qui m'a plu, c'est ne serait-ce que l'originalité puissante du nom d'entreprise qui me permet de Féris. Évidemment, j'ai pensé à Caire, j'ai pensé à la Divis, et c'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas tout à fait ça. Justement, on a refusé cette appellation, autour de 2010. Non, on a voulu affirmer nos racines. Caire, pour tous les Bretons, savent ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est chez nous, et on a voulu justement affirmer et afficher nos racines et notre fierté d'être en Centre-Bretagne.
Et HIS, H-I-S, ou US, H-U-S, c'est du vieux saxon, et ça veut dire chez vous. Et on a voulu affirmer et afficher à nos clients qu'on était aussi proche d'eux et qu'on était fiers d'aller chez eux et de cette proximité qu'on voulait développer avec eux. Alors c'est quelque chose, en échangeant avec Jo, vous allez le comprendre, c'est intéressant parce que cette notion de partage et de convivialité, on la retrouve aussi dans la façon dont il voit son management. Là, ce qui m'a beaucoup intéressé chez Jo, c'est d'abord une jolie histoire de circulation, si je puis dire, d'énergie ou de continuité avec son épouse, puisque là aussi, il y a eu un projet professionnel très inspiré par un club de vie qui s'appelle Une Famille. Alors, ton épouse était au départ infirmière, toi, tu étais agriculteur. Après, elle est devenue agricultrice. Jo était commercial sur les routes du Nord tout en étant même pas agriculteur. Enfin, vous avez été slasher. Ils ont déjà, avant la lettre, ils avaient 2 métiers. Et effectivement, on n'y pense pas assez, mais infirmière agricultrice ou commercial sur les routes du Nord et agriculteur. Enfin, c'est voilà. Et après, tu as monté ta société. Et aujourd'hui, l'épouse de Jo est responsable d'une exploitation, c'est ça, une coopérative? Non, une exploitation, agricultrice. Voilà. Et elle utilise évidemment le progiciel parce que oui, on l'a peut-être pas dit, mais Keris, c'est une société qui effectivement. Je te laisse parler quand même. Qui développe et édite des logiciels, progiciels pour les filières agricoles et pour optimiser tout ce qui est organisation de la production et surtout mise en marché, collecte, mise en marché, valorisation des produits des agriculteurs. Donc, des outils. On pense qu'on a un peu la fierté d'avoir une modeste contribution permettre, je dirais, aux agriculteurs, au monde agricole, de mieux valoriser ces produits, de mieux tracer ces produits, de mieux garantir aussi la sécurité sanitaire, notamment, de leur produit. Alors, c'est une société où, évidemment, pareil, il y a une empreinte familiale forte, il y a des enfants qui sont le gendre, travaille dans l'entreprise. Voilà, tu as une fille qui est agricultrice, qui travaille avec sa mère. Voilà. La mère utilise bien évidemment Keris en tant que logiciel de gestion. Oui, c'est une petite activité de prestation de services pour les collecteurs de céréales. Et son autre fille est vétérinaire. Une fille vétérinaire et une autre fille qui est toujours dans l'agriculture. Je pense que ce que je t'ai dit, c'est que j'avais 3 passions. Passion de l'agriculture initiale, passion des hommes et de faire grandir les hommes et les femmes de l'entreprise, et passion de nos familles. En premier ou en deuxième. Et effectivement, nos 3 filles travaillent dans l'agriculture, parce que la 3e, qui au fait est l'aînée, après avoir travaillé dans la gestion des exploitations agricoles, est en train de se recycler pour devenir maître de chai au bord de. Avec une passion pour le sport. Et quand on parle de tu parles de passion, une passion aussi pour le vin, qui est peut-être pas à la reconversion de mon année. C'est clair. Et effectivement, elle n'est pas restée en Bretagne pour des raisons évidentes. Elle est descendue sur la même côte, mais un peu plus. Voilà. C'est encore dur de trouver du vin en Bretagne, mais ça viendra en quelques années. Du rosé, la température extérieure, le rosé breton va faire son apparition. Ce qui est intéressant dans l'échange avec Jo aussi, c'est la passion pour le sport. Et là aussi, tu parlais de ton unité. Alors, il y a une vraie passion de management. Je ne suis pas du tout sportif. Non, mais tu sponsorises des activités sportives locales, du kayak de mer, de la voile. Du kayak de vitesse, des kayaks en ligne. Voilà. Et là aussi, on a 2 projets qu'on sponsorise, par passion et par, je dirais, on a souhaité visualiser les valeurs de l'entreprise, accompagner un projet ambitieux de Léa Javelot, qui est aujourd'hui en équipe de France Olympique, et on est médaillable pour Tokyo l'année prochaine et Paris 2024. Donc on l'a prise et on l'accompagne depuis ses 18 ans, ou 17-18 ans, donc avant qu'elle soit en équipe de France. Et elle avait déjà le projet d'être médaillée olympique et avec un parcours de vie câblé sur ces 3 échéances. Rio pour aller voir, Tokyo pour une médaille et Paris pour un peu plus.
C'est aussi la possibilité, quand on a son entreprise, de pousser des actions, des projets qui nous tiennent à cœur. Tu m'as parlé aussi ça c'est d'un point de vue humain, parce qu'une des passions, comme vous l'avez entendu, et ça se ressent de Jo, c'est le management, les hommes. On a discuté lors de notre échange de ce que tu aimais faire avec développer les personnes de ton équipe. Vous êtes 150 maintenant par croissance externe, donc ça devient une entreprise plus importante. Et pour autant, il y a cette valeur humaine. Et tu m'as parlé de Jacques Vabre, la course. Ça, c'est intéressant aussi. On sponsorise le bateau classe 40, pour ceux qui connaissent un peu la voile, sur le futur Jacques Vabre, qui va partir dans un peu plus d'un mois. Et là aussi, c'est une histoire humaine, parce qu'on sponsorise depuis, et dans la durée, on est très attaché à cette fidélité, cet accompagnement de projet. On a accompagné un skipper qui est débutant, architecte aval, dans le domaine des voiliers, qui a accompagné un certain nombre, qui accompagne toujours un certain nombre d'écuries assez célèbres, type Massif ou autre. Donc on l'a sponsorisé il y a 5 ans sur une mini transat. Donc il a terminé dans les 10 premiers et donc après il a fait un petit break et il est revenu nous voir il y a presque 2 ans avec un projet sur la Jacques Vabre et pour accompagner, je dirais, son meilleur copain d'enfance à qui on venait de détecter un cancer. Et donc on a monté le projet ensemble pour donner justement un projet à ce co-skipper qui aujourd'hui a vécu ce projet, je dirais, au début sur son lit d'hôpital et qui va traverser l'Atlantique et qui est guéri. Dans un mois. Voilà. Et qui est guéri. C'est une jolie histoire. Ça, c'est aussi, si on a estimé quelques-uns dans l'entreprise et puis même l'ensemble des salariés, parce qu'on fait participer tout le monde à ce genre de décision. Et on est sur un management très collaboratif, très participatif. Et donc on a tous estimé que ce projet-là reflétait, visualisait les valeurs humaines qu'on souhaite faire vivre et faire perdurer dans l'entreprise. Merci Lou. Vous voyez, ce qui est intéressant, ce que moi je trouve intéressant et particulièrement inspirant, c'est qu'à travers ces 3 personnalités très différentes, on a des univers, ce que j'appelle des paradigmes ou simplement des visions du monde. On a tous notre propre histoire, notre propre vision du monde, extrêmement proche de ce qui anime, Anne, Jo, David, c'est-à-dire leurs valeurs, leurs intérêts, leurs passions et leur focus personnel. Et c'est aussi, je trouve, inspirant pour ce que peut être une entreprise au début, bien évidemment, parce qu'on voit bien, il y a aussi une logique très simple de fonctionnement et de rentabilité. Et en même temps, comme c'est une création personnelle de une personne, quelques personnes, un couple, une famille, il peut y avoir beaucoup plus de choses derrière qui nous ressemblent à travers notre travail. C'est aussi une manière de contribuer plus activement dans le monde. Voilà, alors, ça, ce sont les échanges avec les intervenants, avec les témoins, suite aux échanges que j'ai eu avec eux. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, et on a des micros à faire circuler, c'est vous, si vous avez des questions à leur poser ou à me poser, de manière à ce que, voilà, c'est une partie qui est importante. Micro, on bougera, c'est ça? Oui. Question que ce soir. J'ai échangé avec Anne pour qu'elle accepte notre invitation en lui parlant d'une situation personnelle. Je pense qu'il y a une véritable différence de génération. Moi, je suis fille de chef d'entreprise et c'est assez rigolo quand je vous entends. Et je pense qu'il y a une vraie différence, par exemple, de David qui dit j'ai vu ce que c'était que le monde de l'entreprise classique. J'ai vu cette forme de schizophrénie, alors moi je vais jusqu'à la schizophrénie, c'est cette posture qu'on doit avoir entre ces valeurs profondes et dans certains grands groupes, on demande des postures. Et j'ai vu mon père, lui, être dans ce parcours humain, essayer de développer en pratique ses idées, et qui un jour me demande qu'est-ce que tu veux faire. Je dis ça m'intéresse ce que tu fais. Et il me regarde et il dit deviens pas chef d'entreprise, c'est pas possible, c'est trop dur. Pour toi, va dans une grande entreprise. Tu pourras profiter de ta vie personnelle, tu pourras développer, tu seras seul sur ta retraite, tu n'auras pas de risque, tu ne mettras pas en risque ta famille, parce que beaucoup on a vécu une liquidation judiciaire. Et donc,
Je trouve ça, entre guillemets, formidable. Pour le coup, Jo, probablement, est déjà plutôt dans cette génération qui puisse justement vivre cette transformation du management. Je m'interroge sur un sujet des membres qu'on souhaitait travailler différemment aujourd'hui et que les jeunes générations veulent travailler différemment aujourd'hui. Après, je pense qu'on a un mal très français de la position sociale que représente le travail. Alors, je pense qu'il y a une sociologue qui s'appelle Dominique Madet qui travaille beaucoup là-dessus. Donc, comment vous vivez votre position sociale et comment vos enfants vivent votre position sociale et l'impact que ça a sur leur vie, en fait. C'est aussi une question que je me pose. Je ne peux pas faire la psychanalyse. Non, mais en plus, je connais Dominique et on en parle souvent. Je pense régulièrement avec les entrepreneurs. Je pense que j'aime beaucoup votre intervention. Je dis juste qu'on est probablement à un passage, une transition. Je m'interroge, ces grandes entreprises, comment elles vont faire pour intégrer ces nouvelles ressources humaines qu'on vu potentiellement nos parents travailler et finalement ne pas avoir cette reconnaissance, ne pas avoir un intérêt, et comment les entreprises vont concilier la vie personnelle, le travail, on réfléchit beaucoup, on échange beaucoup. Est-ce que cette transition elle va aller vite? Est-ce qu'elle ne va pas aller vite? Est-ce qu'il va y avoir un retour de l'action du jour où l'économie est un tout petit peu plus dynamique? Je ne sais pas trop de questions directes. Non, c'est intéressant. Moi, j'ai deux points. C'est deux choses qui sont intéressantes, je le vois, et puis vous tous, certainement, ça fait écho à ce que vous voyez aussi. D'abord, les fameux millénials, arriver à faire travailler des gens plus jeunes, qui ont vu effectivement leurs parents soit monter dans des entreprises à l'époque où c'était pas très fashion de monter son entreprise, ayant souffert, vécu des liquidations judiciaires, et donc voilà, ou bien leurs parents dans des gros groupes souffrir, se faire virer à 55, 60 ans. Donc forcément, ils ont moins de motivation personnelle de parce qu'ils ont vu en exemple. Et puis, ils ont aussi toujours cette tentation, puisqu'il y a de l'argent en ce moment, qui est de la start-up. Donc les millénials posent problème au management classique et traditionnel hiérarchique, enfin, de tous ceux conscients de cela. Et ça pousse les entreprises justement à bouger, imaginer d'autres manières de travailler. Elles font effort par rapport à ça. Il y a un deuxième aspect important dans ce que tu dis, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, alors je dis le mot fashion, mais c'est à la mode, l'entrepreneuriat est à la mode. Et à preuve, il y a un exemple qui ne trompe pas, puisque je le sais, puisque je travaillais dans une société de chasse de tête où on recrutait des comités de direction, donc des personnes pour de certains jobs. Quand la personne avait sur son CV un décrochage pour monter une entreprise, elle n'était pas qualifiée ou qualifiante. Ou quelque part, on considérait que monter son entreprise faisait qu'elle partait dans une direction différente. Il était hors de question qu'elle revienne dans le monde, entre guillemets, corporate classique après. Aujourd'hui, c'est de plus en plus admis et intégré. Or, c'est même presque une preuve d'audace. Donc, ce que j'appelle, rester sur un concept maritime, mais tirer un bord via l'entrepreneuriat, et pourquoi pas revenir après parce que ça ne marche pas, parce qu'on a revenu l'entreprise, parce que, quelle que soit la raison, c'est quelque chose qui n'est plus stigmatisant, mais qui au contraire commence à devenir positif. Donc je pense qu'il y a un bon vent, pour rester dans les métaphores maritimes, il y a un bon vent sur l'entrepreneuriat aussi. Et effectivement, pour en terminer avec toi, lié au fait qu'il y a eu de l'argent qui circule, ça c'est sûr. Après, ça crise. D'ailleurs, c'était assez marrant de le voir, si je termine juste sur une petite ironie, et vous l'avez tous vécu, ceux qui travaillaient à ce moment-là, mais en 2001, donc avec le mini-crash, puis ensuite les tours jumelles, tout le côté petites sandales, décontraction, etc., c'était fini. Intervenu, corporate, brick and mortar, enfin, personne ne rigolait plus, parce que justement, les structures se ressaisissent très vite quand il n'y a pas cette espèce d'insouciance liée à des mannes financières qui permettent de monter des boîtes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voudrais réagir à un des propos de Sigolène, elle est partie, mais je pense que vous avez écouté que je vais réagir. Non, ce qui m'insupporte, moi, c'est justement des gens, des chefs d'entreprise, ou même des gens qui sont dans leur métier, notamment des cadres, qui dénigrent leur métier, qui ne savent pas transmettre cette passion. Je dirais, je pense que le monde agricole, les agriculteurs, j'allais dire un mot fort, est en train, entre guillemets, d'en crever, quoi. Les agriculteurs qui dénigrent leur métier à leurs enfants, on arrive à des situations où on ne retrouve plus de repreneurs pour des exploitations agricoles. Même chose en tant que chef d'entreprise. Moi, quand j'étais cadre commercial, j'ai toujours dit à qui voulait l'entendre, c'était le plus beau métier du monde, le métier de commercial. Et c'est comme ça qu'on fera vivre ces passions d'entrepreneuriat
et de la responsabilité. C'est par l'exemple. Il n'y a rien de plus fort que l'exemple. On peut dire tout ce qu'on veut. C'est même presque, je veux dire, c'est même presque vibratoire. On sent quand une personne est inspirée et aime ce qu'elle fait. Donc évidemment, ça passe à l'entourage, ça passe aux enfants. D'autres questions? D'autres observations, hein, c'est pas forcément des questions, ça peut être aussi une façon de réagir. Enfin, je trouve que ça ouvre toujours des éclairages. C'est peut-être aussi sous une forme de témoignage et puis une question pour vous, la psychanalyste. Je travaille dans une grande entreprise et qui fonctionne en archipel de PME, c'est-à-dire qu'on a 30 villes en France dans lesquelles nous avons à chaque fois un directeur, une directrice comme moi, avec une petite équipe de 20 personnes. Donc on retrouve l'esprit PME, mais on est rattaché à un grand groupe. Nous fabriquons des médicaments qui accompagnent les gens dans des situations de vie parfois très dures. Et par le temps qui est passé, 5 salariés se sont retrouvés à traverser des cancers à des moments où on sortait et l'autre entrait dedans, etc. Donc la communauté de la petite PME s'est retrouvée peut-être la deuxième famille de ces salariés malades. Et j'ai eu à gérer en tant que manager l'émotion des jeunes qui n'avaient pas traversé la maladie par leurs parents ou grands-parents. J'ai vu l'émotion des collègues du travail du même âge. Il y avait ma propre solitude de dirigeante, parce que là, les DRH, c'est tout un bruit, quoi. Et le chagrin, la peur, toutes les émotions de vie devant une pathologie dont on comprend bien qu'elle peut être dramatique. Donc il y avait le temps familial pour ces salariés-là, il y avait le temps de la communauté de travail, et il s'avère que nous fabriquons des médicaments qui aident aux effets secondaires des médicaments chimiques. Et là, j'ai vu surgir une fierté dans les salariés qui, bien sûr, connaissaient le sens de notre métier, connaissaient le rapport au projet d'entreprise, mais qui là nous touchaient du doigt au point que les destinations hospitalières, les railleries qu'on peut connaître, et la réalité du bienfait que leur donnaient les médicaments. Ils ont resserré les uns les autres au point que ce sont devenus des ambassadeurs bien meilleurs que les commerciaux. Donc aujourd'hui, 2 d'entre eux sont décédés. Une nouvelle est en train de traverser aussi une épreuve. Et je découvre des salariés qui ont renforcé leur fierté de faire un beau métier qui est fabriquer des médicaments. Je vais juste vous dire, et ce que je voulais témoigner, c'est la solitude du manager devant de telles situations. Là, j'ai entendu que du bonheur. Il y a aussi, quand on est comme ça dans une petite équipe, des moments de vie où ça percute le cœur du jeune, ça fait peur à ceux du même âge que celui qui est malade, ça renvoie sur une résilience d'avoir déjà perdu peut-être ses propres parents. Et moi, je me suis retrouvée à brasser les émotions de tout le monde et de garder secret les miens. Je vais juste vous dire en termes de... Donc, je milite pour Cancer at Work. J'ai essayé de proposer à l'université en sociologie d'être un sujet de thèse, parce que je pense qu'un étudiant en sociaux pourrait tout à fait s'emparer des témoignages des collaborateurs, et de la mienne. Donc voilà, je voulais juste vous le dire comme une interrogation au fait que le temps de travail est aussi un temps alternatif à la famille et au coup dur de la vie, et que la résilience de ces familles, c'est pas une mince affaire. Ouais, bien sûr. Merci de votre intervention, parce que ça apporte... Enfin, on parlait de club de vie et d'humanité. Là, vous l'avez vécu et c'est extrêmement important dans des moments comme ça. Et ce que je trouve d'autant... Merci de votre témoignage et de votre confiance. Ce que je trouve le plus important, c'est dans certaines entreprises, moi j'en ai connu, il peut y avoir du déni. J'ai connu une entreprise où justement il y avait du déni. On faisait comme s'il n'y avait rien. Il y avait une personne qui
Les gens font comme s'il n'y a rien. Et là, maintenant, c'est aussi peut-être ça, les évolutions qu'on rencontre. C'est que oui, ça fait partie des réalités, on ne les masque pas, et s'il peut y avoir un soutien, en plus, ce qui est d'autant plus frappant, c'est qu'effectivement, c'était dans votre univers d'activité. Donc ça a encore plus résonné, j'imagine. Oui, Anne. C'est surtout en équipe, dans une grande entreprise, je pense que sur un pôle quelconque, on retrouve ça aussi. On partage ensemble une communauté de vie. Très souvent, on connaît les conjoints, on connaît les enfants. Voilà, penser que l'entreprise puisse avancer sans tenir compte de ce que chacun traverse, que ce soit un moment difficile ou un moment très agréable dans une vie, une réussite chez les enfants. Ce serait passer à côté de ce qui fait aussi le sens et la force d'avancer ensemble. Alors oui, la solitude du dirigeant par rapport à tout ça est quelque chose d'assez compliqué. L'empathie, ce que l'on peut soi-même ressentir, ce que l'on peut, mais ça donne à l'équipe en soi, si on sait reconnaître, partager, en fait, ça donne un sens, ça donne une solidarité dans le groupe qui est très 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 forte. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres observations encore qui donneraient des éclairages différents? Parce que vous voyez, là, ce qui est bien, c'est que ça vaut vraiment, que vous inspire, que certains des entreprises, des startups qui fonctionnent, des envies d'en monter une, des questionnements. Qui a envie de monter ça? C'est Sériol qui reprend la main. Qui a un projet? Oui, qui a un projet de startup dans l'Assemblée? Enfin, assez pas fantasmatique. Pas? Je vais tous. Peut-être que je peux revenir sur l'excellente question, si vous voulez. Enfin, l'excellente. Il y a, donc évidemment, moi j'ai fait une longue formation marketing, j'ai fait deux fois en plus. Alors, j'ai vraiment le temps de bosser un peu tous les Kotler, les 21 éditions. Et il y a un truc qui est assez marquant. Les preneurs voix s'appelaient souvent du nom de famille de la personne. C'était ancien temps, ça. Donc, c'était la personnalité de la personne, le magasin de sport, boulangerie, le Leclerc, toujours resté avec son nom de famille. Et en marketing, après, le marketing s'est développé, les concepts, les personnalités, donc on a créé des marques. Et c'est bien, hein, d'ailleurs, c'est une bonne chose. Et parfois, donc, du coup, on a mis la distance entre l'histoire vraie, réelle, l'histoire avec ses qualités, ses défauts, de l'entrepreneur qui faisait son entreprise. Je sais qu'il y avait des défauts. Hein. Et puis, on est passé sur un entrepreneur virtuel, en fait. On a parlé de Cap Ferret, la personnalité de la marque, etc. On a même personnifié les marques, parce qu'on a vraiment trouvé du sens dans la marque. Et du coup, aujourd'hui, peut-être aussi avec les réseaux sociaux, en fait, finalement, on est de plus en plus d'entreprises et jugé de plus en plus par ce qu'elle fait au quotidien. On n'est pas sur la pyramide de Maslow, pas que sur le Maslow, les valeurs, la personnalité, l'attitude. On arrive beaucoup à juger l'entreprise sur ses actes. Et ce qui est intéressant, c'est que si demain, quand je suis des entrepreneurs qui auront la confiance des investisseurs, qui devront trouver des investisseurs pour faire un projet, les investisseurs devront comprendre que l'entrepreneur va créer, je pense, va pas créer une marque, va pas mettre forcément son nom de famille, va appeler Maradour, compagnie, voilà, on n'a pas choisi ces mots-là, on a mis des noms des marques qui avaient un peu de sens par rapport à ce qu'on faisait, et demain, peut-être qu'il n'y aura même plus de marques, et c'est vraiment la façon dont l'entreprise se conduit au quotidien, ce qu'elle fait socialement, économiquement, technologiquement, qui va faire ce qu'elle est. Plus que donc c'est salariés, si c'est des salariés qui l'apportent, ou alors c'est robots, si ce sont des robots, parce qu'on a quand même l'intelligence artificielle qui ne l'apprend pas également. Voilà. Je pense que c'est au besoin à la différence
probablement de la nouvelle génération qui va rediscuter un contrat social. Historiquement, le chef d'entreprise, il avait un contrat moral avec ses salariés, avec du donnant-donnant. Je pense qu'on a perdu ce sujet-là, petit à petit. Tu viens travailler, on a théorisé, on a rendu les tâches sans aucun sens finalement pour un grand nombre de salariés. Et je pense qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise qui arriveront à embarquer des équipes, c'est ceux qui justement apporteront du sens et reviendront sur ce contrat social moral qui est de dire pour vivre, effectivement, on a besoin d'un salaire, on a besoin de sens et on a besoin de se retrouver en donnant-donnant. Alors, je ne vais pas faire non plus de politique, mais on a vu effectivement le court terme être le meneur, le temps des entreprises, et on est en train de revenir en fait. Et pourtant, il y a une urgence. On a une urgence de la terre, on a une urgence géopolitique, on a une urgence de gens qui ne peuvent pas manger, et donc on va avoir aussi cette dualité à gérer, et je reste convaincu que ceux qui vont s'engager dans les entreprises vont le faire parce qu'il y aura encore ce contrat moral qui sera repensé. Oui, quelque chose, alors, je ne dis pas par flagornerie pour cette invitation Village Baïséa, mais certains que l'enracinement, la notion de terroir, la notion de région, là, elle est clé. Enfin, c'est faire vivre des régions comme ça. On voit le mouvement d'ailleurs de départ des grandes villes, les unes. Alors il y a toujours eu l'Express, le Nouvel Obs, on a régulièrement fait des choses sur vivre en dehors de Paris, vivre en dehors des grandes villes et tout, mais il y a un mouvement de dissémination et une nécessité d'avoir des régions dynamiques, actives, qui peuvent être des pôles alternatifs et éviter justement la congestion et tous les problèmes dont tu parles. C'est une question de témoignage ou... tous les deux. Non, mais c'est vrai qu'on présente un panorama plutôt sympathique de l'entrepreneuriat, mais je pense que vous êtes passé par une période pas du tout sympathique. Et heureusement, vous en êtes sortis, et peut-être que vous avez des techniques qui nous ont permis de sortir de ces situations plutôt délicates. Le pire moment. Oui. Le pire moment. Sans dévoiler de vie personnelle, je parle de situation d'entreprise et vraiment pour l'influence. Moi, j'ai été élevé à la vie perso, tu la laisses à la porte de l'entreprise. C'est une aberration psychologique, je pense, ce qui m'amène à parler de schizophrénie. Tout c'était. Oui, je pense aujourd'hui, on dit. Non, ça c'est très génération X. Moi, je vois bien, enfin, effectivement, à un moment donné, c'était. Moi, je me rappellerai toujours de ces injonctions dans les boîtes, parce que moi, j'étais dans une boîte anglo-saxonne, j'ai quand même des consultantes, principal, partners, et il y avait la notion, ce qui n'était pas du tout mon formation de base d'ailleurs, mais c'était, j'ai fait pour des raisons économiques, et il y avait toujours cette idée de client first, mais client first au sens où tu dors pas, tu vis pas, machin, mais client first, une espèce d'entité étrange qui en fait donne de l'argent, c'est à peu près ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça c'est très génération X, avec des réflexes qui sont toujours d'une forme de, on va dire dans le meilleur des cas, d'efficacité. Dans le pire des cas, je me fais la critique à moi-même, qui peut être même une forme de servilité, la notion de client first, c'est gentil, mais bon, j'ai une vie. Et ça, c'est clairement une génération qui n'est plus celle-là, parce que la génération X, voilà, les moins de 40 ans ne sont pas du tout là-dedans. C'est certain. Alors, les moments les pires. Voilà, qu'est-ce qui vous a aidé à vivre les moments les pires? Sacrifier un collaborateur. C'est sûr qu'on va se faire des moments difficiles, là, des moments moins marrants que les autres. Je dirais qu'après, en ce qui me concerne, mais comme tu l'as dit, ou toi, moi je suis de la génération encore avant, je suis un vieux con, comme je le dis souvent, dans l'entreprise. Là, on passe par des moments difficiles, créer et développer, parce que nous, on a une stratégie délibérément en croissance. On ne se revendique pas une start-up, mais on est en croissance permanente. Et on a l'obligation de poursuivre cette croissance pour être toujours là demain. Oui, on passe par certains moments difficiles. Comment ça se traduit? Je pense qu'à un moment, je suis allé jusqu'à la limite de mon corps, ou presque, parce que après, ce qui nous fait, c'est toujours ce qui nous fait avancer, nous fait surmonter ces moments-là, c'est d'une part la passion et la vision d'une entreprise
lien à long terme, et surtout l'équipe qui nous entoure, et le partage de cette vision par l'équipe. Si dans ces moments-là, j'avais été tout seul à partager ma vision, je pense que l'entreprise n'aurait plus été là. Et puis l'environnement, je dirais, de proximité, familial et aussi professionnel. Je pense que sans ça, on ne surmonte pas ces moments-là. Toujours pareil, le club de vie élargi. Le côté cette ancienne génération surhomme ou on va dire chef de navire qui tient toujours la barre, alors c'est plus forcément déjà attendu par les nouvelles générations, parce que on a des salariés qui nous choisissent aussi, qui viennent chez nous parce qu'on porte certaines valeurs, certaines choses, parce qu'on sait aussi les communiquer. Et le fait de savoir dire, là j'ai été mauvais, ou je me suis planté, parce que ça arrive aussi, c'est se mettre aussi au niveau de tout à chacun, en fait. Et il n'y a pas... alors oui, souvent on est le créateur, on est celui qui porte la vision, on est celui qui va impulser, mais parfois aussi ça vient des autres. Mais c'est pas spécifiquement le fait d'être chef d'entreprise qui apporte des moments plus simples ou plus compliqués. En fait, ça fait partie de la vie, la façon dont on le vit soi-même. C'est pas forcément lié à une activité où on en a un peu plus parce qu'on choisit ce métier-là. Après, il faut des exutoires, mais il faut aussi des piliers. Je crois que avoir ses repères, famille, amis, éventuellement professionnels, avec qui on peut, ou réseau, souvent la solution elle est là en fait dans cet échange, dans ce qu'on peut partager. Pour en revenir à la question de Cyril tout à l'heure, par rapport aux nouvelles générations, pour nous qui avons une activité de production, c'est toujours compliqué de se dire qu'il faut toujours embaucher à telle heure et débaucher à telle heure. Par rapport à certaines générations qui voudraient choisir le début ou la fin de la journée de travail, c'est quelque chose qui n'a pas de compatibilité sur certains de nos métiers, pas tous dans l'entreprise, mais sur certains de nos métiers. Et ce sont des questions qu'on se pose pour demain, pour le travail de demain par rapport à ces attentes-là. La flexibilité. Mon relais, c'est plus l'âge 29, dès que je craque, je viens. En fait, des craquages, j'en ai un peu tous les jours, et, parce que je suis pas de nature très très patient. Et du coup, j'ai un relais assez simple. La personne, c'est souvent un problème de pace, de pace, je sais plus, de rythme en fait, de rythme. Et j'ai une petite technique, alors ceux qui travaillent avec moi, je suis super aimable et je dis le contraire de ce que je pense. Mais vraiment tout le contraire. Et souvent, la personne, il y a un moment de tension, enfin, c'est souvent des problèmes de ce type-là. Je n'ai pas beaucoup de problèmes techniques, ingénierie, on trouve toujours la solution. C'est souvent des problèmes dans la relation avec l'attente, l'attente de la co-construction. Et souvent, ça fait quelques années que je pratique ça, et ça déstresse complètement la personne en face de moi. Elle est rassurée parce qu'elle doit se rendre compte que ça doit se voir un peu. Elle doit se dire qu'est-ce qui va se passer, et en disant le contraire de ce que je pense, ça désavance complètement la zone de craquage, de ras-le-bol, et finalement il en sort assez souvent beaucoup mieux que ce que je pensais. Ce qui m'avait à dire que c'était moi qui déconnais plus que la paix. Et c'est pour ça que je craquais, parce que c'était moi le problème dans la situation. Donc souvent c'est plutôt une remise en cause assez personnelle. Le côté négatif de tout ça, c'est que du coup tu essaies tout le temps de collaborer, même avec les gens avec qui tu ne peux pas collaborer. Parce que la matrice n'est plus du tout la même. Ça c'est un peu l'effet pervers, mais globalement c'est un meilleur échange. Donc du coup il n'y a pas de gros, je sais pas, depuis 6 mois je suis entrepreneur à l'essai, depuis ma période d'essai, il y a eu un gros problème, c'était quand même moi, le cœur du problème, c'était mon problème, c'était pas le problème réellement des autres. Et les autres m'ont aidé à
m'ont pas enfoncé plus qu'autre chose. Ils m'ont pas enfoncé, ils ont été bienveillants, et c'est quand même une remise en cause qui m'a pu le faire. Et évidemment, le fait d'être à l'écoute des conseils des uns et des autres, des personnes qui sont autour de vous, c'est hyper important. Je me souviens d'avoir écrit une lettre un jour à un ancien juge du tribunal de commerce pour lui demander son avis sur la situation. J'avais besoin d'un avis extrêmement pointu, d'expertise pointue, et c'est bien d'avoir des contacts comme ça, sans intérêt en fait, hein, mais je ne lui avais jamais écrit avant, il a compris pourquoi je lui écrivais à ce moment-là, et il m'a donné un conseil que heureusement j'ai suivi en grande partie. Tu le connaissais pas? C'est quelqu'un que je n'avais jamais sollicité, je le connaissais depuis plusieurs dizaines d'années, voilà. Et je n'avais jamais sollicité pour le boulot. Alors c'est intéressant parce et là, voilà, le contact s'est fait, c'est intéressant. Et je pourrais très bien avoir Sylvette sur un point où je sais qu'elle connaît, et je pourrais l'appeler, c'est pour ça que je parle du village aussi. Bien sûr. Je pense que tous pour faire un peu de marketing quand même. Quand j'ai créé les startups, ça s'appelait pas startup, c'était en 95, pour se remémorer, on était à 7,5 kg sur le modèle, on jouait en jeu réseau, c'était Duke Nukem 3D ou Wolfenstein 3D pour les plus anciens, c'était vraiment très très lent. Là, t'es complètement paumé. Parce que si tu peux plus. Tu as un projet d'entreprise, forcément, tu pousses un peu tu pousses un peu les gens à faire plus, à donner plus, à aller plus vite, à faire plus performant. Et le fait, pour moi, c'était vraiment le fait d'avoir une structure qui sorte du Crédit Agricole, enfin du Crédit Agricole entre autres, et qui sorte localement, avec des gens sélectionnés qui ont une vision globale des choses. Évidemment, ça fait partie du remède pour un jeune entrepreneur type start-up pour faire face aux différentes difficultés. Intéressant, parce que vous voyez, il y a deux aspects dans ce que tu viens de dire. D'abord, la notion de communauté. Effectivement, en échangeant avec David, c'était plutôt la notion de communauté que de réseau. Là aussi, il y a un mot qui est en train de passer de mode, c'est le mot réseau. Dans les années 90, on disait qu'il fallait faire son réseau. Personne ne savait ce que c'était vraiment, mais en gros, c'était des gens qui pouvaient être utiles avec un espèce de fonctionnement subtil qui s'appelait renvoi d'ascenseur, en gros. Et c'était assez instrumental. Aujourd'hui, c'est pas cette logique-là, c'est beaucoup plus une logique de communauté, ce que tu viens de refléter, qui est moins instrumentale, plus ouverte. Il y a quelque chose plus autour de certaines valeurs. Donc ça, je pense que c'est important. Puis le deuxième, c'est intéressant quand tu parles de ton comportement pour toi, limiter ton stress. C'est une persona. Hein. Là, pour le coup, ce n'est pas naturel, mais c'est quelque chose que tu as fait et qui te permet de reprendre ton énergie et qui te correspond certainement, en plus avec un joli retour sur toi-même. Donc, il y a aussi un truc important, c'est les silences comme en musique. Je fais beaucoup de musique, j'ai fait beaucoup de musique et je faisais engueuler avec le prof de piano parce que je voulais s'assurer tout le temps, je disais la mi-doigt, pourquoi il m'expliquait il y a 20 ans. Les silences, c'est encore plus important que les notes. Et je pense aussi, dans le boulot, il faut essayer de savoir s'isoler complètement. Et ça, tout le monde le comprend autour de vous, s'isoler complètement. Et après, deuxième truc anti-craquage que j'utilise moins plus parce que j'ai moins de craquage en fait, hein, ça s'est vachement apaisé. Et je faisais beaucoup de SAZEM en 2018 avant la levée de fonds. Donc c'est de la méditation. C'est une méditation un peu spéciale parce que tu rentres dans l'avion à Brest, tu t'assois, tu te mets et tu te réveilles juste à t'atterrir, et tu sors de l'avion. Et c'est très de médicaments. Il ne faut pas en abuser non plus, parce que ça te met un peu de distance aussi après, si tu peux vraiment l'utiliser, mais ça fait partie des moments de pause. Et c'est pas évident de faire la pause, surtout tout d'un coup. C'est, je pense, ultra important, des fois, de vraiment penser un peu à ces trucs qui paraissent un peu ésotériques, mais qui sont pas du tout ésotériques, c'est simplement déconnecter un petit peu. Calmer le mental. Tout simplement. En tout cas, merci à tous les quatre. Merci d'avoir accepté de vous dévoiler un petit peu. Bon, je sais que le jour avait dit, de toute façon, je dis ce que je veux. Oui, je le sais. C'est rebelle. C'est ça qui est. Merci d'être venu au QLV et d'avoir partagé aussi la belle famille, parce que je pense que c'est vraiment un cas particulier. Et en tant que femme, on espérait avoir un start-upeuse féminine, mais il s'avère qu'en fait, sur le territoire, appel aux femmes, il n'y en a pas beaucoup. Ah oui, là, il y a un besoin là. Alors, généralement, on est reconnu pour être bien plus efficace, avoir une entreprise beaucoup plus rentable, penser sur la durée, etc. Les d'ici investissent moins, et généralement, ils retrouvent plus facilement leur TRI proche de 20%. Je dis ça, je dis rien.
En attendant, merci à tous les quatre. Je vous propose qu'on aille échanger, pour le coup, en haut, autour d'un verre et quelques notés parce qu'il se fait tard. Merci d'être là. La prochaine édition de Six Next sera le 22 octobre. Étonnamment, on reste encore dans le monde de l'agriculture, puisqu'on aura la chance de pouvoir avoir des personnes qui vont nous éclairer sur la prospective, qu'est-ce qui se passe en innovation dans le monde de l'agri et de l'agro. Et puis, on verra pour les prochains. Je vous invite à garder une date en tête, le 17 décembre au soir. Je ne vous en dis pas plus. On va avoir un invité extraordinaire qui probablement va vous secouer. Il va vous faire poser des questions éthiques. En attendant, voilà, notez dans vos agendas 17 décembre, ici, pour un six-semaine exceptionnel. En attendant, on vous attend en haut, il suffit de monter les marches pour ceux qui ne connaissent pas encore le village, et puis on va partager ensemble sur ce moment. Merci encore. Merci.